15 points. 15 points. Que les Iraniens n'aient pas l'arme nucléaire, c'est le premier point. Le premier, le deuxième et le troisième. Ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Et ils ont dit oui? Ils ont dit oui. Oui, des discussions qui devraient se poursuivre aujourd'hui. 5 jours, c'est le temps que s'est donné Donald Trump, mais il estime que cet accord pourrait même être trouvé plus tôt parce que les discussions, justement, vont bon train et qu'elles vont dans le bon sens. Merci beaucoup à vous, Axel Monnier, en direct de la Maison-Blanche à Washington. On va continuer évidemment à essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer. Vice-amiral Olegara, je me tourne vers vous tout d'abord. Est-ce que pour vous, Donald Trump est en train de reculer, que ces discussions aient réellement lieu ou pas avec des Iraniens? Est-ce qu'il est en train de reculer? Est-ce qu'il veut sortir de ce conflit? Écoutez, il est difficile de savoir quels sont l'état des négociations. Ont-elles lieu véritablement ou non? Les 15 points, les Iraniens étaient, semble-t-il, déjà d'accord avant même les frappes américaines. Donc, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qu'il faut voir le phasage, à partir du moment où Trump a menacé de frapper les centrales électriques. Il y a eu la réplique iranienne, qui est vraiment l'arme fatale, qui est « nous allons miner non seulement Hormuz, mais aussi le Golfe, avec des mines dérivantes, etc. » Là, vraiment, vous vitrifiez complètement le Golfe. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus de commerce pour des mois et des mois, voire même des années. Parce que vous ne faites pas balader un tanker de 300 000 tonnes s'il y a même quelques mines ou suspicion de quelques mines dérivantes, si tant est qu'on ait enlevé toutes les autres. Donc pour moi, ça a été l'arme fatale iranienne. Et là, Trump aurait, me semble-t-il, reculé. Alors on verra dans 5 jours s'il déclare qu'il a gagné la guerre, parce que de toute façon, il va le déclarer. Mais factuellement, il faut regarder sur le terrain. Sur le terrain, c'est très proche. Le minage et les bombes, c'est pas du tout les négociations, ce que raconte plus ou moins bien Trump, parce que maintenant, personne ne le croit plus exactement. On voit bien autour du plateau, nous sommes tous extrêmement suspicieux vis-à-vis de tout ce qu'il dit. Donc, pour moi, c'est une reculade, et nous verrons dans 5-6 jours ce qu'il en est. En tous les cas, il y en a qui ont réagi immédiatement. En tous les cas, c'est du côté des marchés où là, les marchés ont rebondi. Le pétrole, en revanche, s'est effondré, a chuté. On voit tout ça en détail avec vous, Marguerite. Ça s'est passé immédiatement après, juste après le premier message de Donald Trump ce matin. En effet, un message de Donald Trump posté au réveil sur ses réseaux sociaux, et c'est toute l'économie mondiale qui réagit. 12h05, tout bascule. Premier choc, le pétrole. Regardez, c'est très visuel et surtout très spectaculaire. Les cours du pétrole s'effondrent brusquement. C'est juste ici, au moment où le président Trump poste son message. En quelques minutes, pour vous donner quelques chiffres, le pétrole américain passe de 94 à 86 $. Pareil, au niveau mondial, le baril de Brent est passé de 113 $, un niveau très élevé, à juste au-dessus des 100 $. Les marchés anticipent un apaisement et donc moins de risques de pénurie. Optimisme aussi des investisseurs sur les marchés financiers. Wall Street a ouvert en nette hausse, rebond vigoureux aussi des bourses européennes. Les indices basculent dans le vert après une matinée dans le rouge. À la bourse, vous le voyez ici, de Paris, de Francfort, de Milan ou encore de Londres. Conséquence encore plus concrète, et chez nous, à l'échelle nationale, le taux d'emprunt français à 10 ans qui flirtait avec les 3,9%, un plus haut depuis 2009, retombe autour de 3,7% après midi, donc après le message de Donald Trump. Mais attention tout de même, les marchés ne sont pas totalement dupes. Par exemple, le prix du pétrole, on a regardé, remonte progressivement, et la réponse de l'Iran entretient encore un peu plus l'incertitude. Merci beaucoup à vous, Marguerite Dumont. Effectivement, c'est très parlant de voir cet impact immédiat. Stéphane Bureau, on le sait que pour Donald Trump aux États-Unis, cette situation économique catastrophique, c'était évidemment pas de bon augure pour la suite, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il voulait réagir. Je ferai juste attention avec le mot catastrophique. L'économie américaine n'est pas... Ah oui, je voulais dire dans l'impact sur le pétrole, et on sait à quel point c'est important pour les Américains. Il faut aussi comprendre que le baril de référence aux États-Unis, c'est le WTI, le West Texas, et non pas le Brent, et que ce baril texan était à la hausse, mais rien de comparable au Brent. En fait, il y avait une décorrélation, presque 15 $ d'écart entre le Brent et ce que les Américains paient pour leur pétrole. Mais néanmoins, oui, un vrai souci. Le pétrole avait augmenté à la pompe de près de 30%. C'est une des promesses, on l'a souvent dit, cardinales du président, à l'époque où il était candidat, faire en sorte que l'essence à la pompe soit à un prix beaucoup plus raisonnable. On parlait de plus ou moins 2 $ en moyenne, sachant que chacun des États aux États-Unis
taxe à sa manière les carburants. Donc, c'est différent de la Californie au Texas en passant par New York. C'est pas le même prix. Mais au total, Trump disait, si on arrive à peu près à 2 $ le gallon, ça sera une bonne nouvelle pour les consommateurs américains. Alors oui, il a toujours été très, très, très vigilant sur les marchés, et pas que les marchés boursiers. En fait, le marché le plus sensible pour les États-Unis, c'est celui de la dette. Donc, c'est le marché obligataire. Et c'est exactement ce marché qui avait fait réagir le président et son équipe, particulièrement Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor en avril dernier, après la journée de la libération, le Liberation Day. On disait c'est les marchés boursiers calamiteux. Alors, je ne pense pas. On a d'abord dit que c'était les Chinois qui s'étaient mis à vendre des obligations américaines, larguées parce qu'ils sont de grands détenteurs d'obligations pour faire pression. Et on a réalisé que c'était les Japonais, un matin, qui ont serré la vis, ont vendu des obligations et très rapidement, les Américains ont réagi parce qu'ils sont sensibles, évidemment. Ils ont une colossale dette, il faut quand même le rappeler, c'est 37 000 milliards de dollars. On est en France à 3 500 milliards d'euros, mais 37 000 milliards, c'est beaucoup et c'est un souci. Et on a vu depuis 2 semaines que les obligations américaines étaient beaucoup plus coûteuses. Donc, je crois que ça a joué, certainement. Et puis, aussi, évidemment, les bourses, parce que le président aime se gargariser de ce que les Américains aujourd'hui sont collectivement plus riches de leurs investissements boursiers. C'était un peu moins le cas depuis 2 semaines, disons. Donald Trump, en tous les cas, qui cherche une sortie de crise, ça, on semble l'avoir bien compris. On va revenir sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Il est en train de négocier avec des Iraniens. Patrick, on va commencer par cette partie. Avec qui il négocie, Il nous dit, nous négocions avec des gens que je trouve très raisonnables, très solides, ils sont très respectés. Peut-être que l'un d'entre eux sera celui que nous cherchons. Est-ce que vous comprenez avec qui il est en train de négocier au moment où on se parle? Non, pardonnez, à mes connaissances, je ne sais pas, et d'ailleurs personne ne sait. Il y a vraiment, ce qu'on comprend quand même vraiment avec différentes sources, et pas forcément celle de Trump, c'est qu'il y a une navette diplomatique entre des médiateurs qui sont représentants de puissances militaires, parce qu'on y est là quand même, de la région, c'est-à-dire les Turcs, les Pakistanais, qui disposent. Ce n'est pas un pays doté, mais c'est un pays qui possède l'arme atomique. Et vous avez également l'Égypte, qui est vraiment le grand silencieux, en tout cas vraiment dans l'espace médiatique, dans le bruit médiatique depuis le début. Les enjeux sont immenses. Le canal de Suez, évidemment, mais pas seulement. C'est une grande force normalement de stabilisation de la région. Les Égyptiens sont en train de parler avec eux et ils font cette navette entre, semble-t-il, Abbas Araghchi, c'est-à-dire le ministre iranien des Affaires étrangères, ou l'un de ses représentants, mais il semble que cette petite cellule qui avait commencé un cycle de négociations avec les Witkoff-Kushner, eh bien, soit toujours en vie, ou ait été justement épargnée, on le comprend. Et vous avez effectivement de l'autre côté Steve Witkoff et Jared Kushner qui sont en train de discuter d'une façon ou d'une autre avec ces intermédiaires. On comprend, c'est assez étonnant, mais donc on apprenait il y a à peu près 1 heure que les Israéliens disaient: nous étions au courant. Là, je vois, c'est Al Jazeera qui le dit. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, nous étions au courant. Et donc, il y a ce bruit et cette fureur épique d'ailleurs, qui se déroule en ce moment. Nous, on est concentrés véritablement sur les bombardements de part et d'autre. Et il y a tout de même, et comme dans tout conflit, depuis toujours ou presque, ce fil ténu pour essayer d'aboutir à une solution diplomatique. Mais ça commence seulement. Pierre Berthelot, et puis je voulais votre avis aussi, Benjamin Petrover. Alors, porte de sortie, on parlait tout à l'heure des 450 kilos dont effectivement que Trump voulait les sécuriser. J'avais dit que la piste russe était intéressante puisqu'elle avait été évoquée à Oman. Par contre, il y a une autre piste de sortie quand on parle d'un négociateur caché qu'on connaîtrait pas beaucoup plus modéré.